les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown de Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Yerem et aujourd'hui je suis accompagné de Giscal qui est tout bleu, salut Giscal. Salut. Et de Yerem, Rimside qui est tout jaune, ouvert. Voilà. C'est le foie. Voilà. Représentant de NXT. Voilà, représentant de NXT et représentant de SmackDown. Cette semaine, SmackDown avait lieu le 28 février à Saint-Paul dans le Minnesota. Au menu, un Miss TV avec un invité d'honneur et de prestige, Monsieur John Cena. Becky Lynch et Mickie James s'affrontent dans un 2 out 3 match. Luke Harper et AJ Styles s'affrontent pour savoir lequel des deux va main eventer WrestleMania. Dolph Ziggler sort des chaises et Randy Orton sort des cadavres. Eh oui, tout un programme, vous allez voir. On commence backstage. Backstage, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, Daniel Bryan et Shane McMahon qui regardent en boucle, visiblement depuis une semaine, la vidéo finish de la bataille royale qui avait lieu la semaine dernière où AJ Styles et Luke Harper étaient tombés visiblement en même temps. Aucune image ne permet au ralenti de décider, de déterminer un champion. AJ Styles apparaît. Il présume qu'ils ont vu la même chose que lui, à savoir que c'est bien lui qui a posé ses pieds en dernier et qu'on va donc épargner à tout le monde le fameux match qui avait été programmé ce soir face à Luke Harper, qu'il y aura à WrestleMania comme prévu. Il n'ira pas affronter ce pouilleux bien dégueu qui pue le chat mort. Là, il commence un peu à taper sur Luke Harper. Évidemment, Luke Harper est juste derrière, il apparaît, il fait 2 têtes de plus. AJ Styles se retourne, il voit Luke Harper, donc il commence à se dire merde, qu'est-ce que j'ai pas dit là. Bryan confirme qu'il y aura bien un match ce soir. Luke Harper s'approche de Daniel Bryan et lui dit merci. C'est comme ça que ça commence. On verra un peu plus tard le match, parce que la programmation était un petit peu étrange. On s'attendait à ce que ce match-là soit en main event, mais oui. Ce n'était pas le cas. Vous savez quoi ? On va en parler tout de suite. Allez. Pourquoi pas. Eux, ils ont programmé ça n'importe comment. Nous aussi. On enchaîne donc avec le match. Donc, qui voyait AJ Styles et Luke Harper s'affronter pour une place donc de first contender qui est laissée vacante. Donc, pas rien. Harper a déroulé son impressionnant arsenal. Vraiment, là, je pense que c'est peut-être le match où on a plus vu Luke Harper dérouler tout son arsenal assez impressionnant pour un tel gabarit. Des dropkicks, des forearms, des sentons, et toujours son impressionnante big boot, qui était le move qu'on connaissait le plus. AJ Styles, quant à lui, se retrouve donc plusieurs fois projeté contre les barricades et la table des commentateurs. On a un énorme suicide dive du gros pouilleux. Il saute, il vole. Il a peut-être sa place à 2 of 5 live. Il est en feu, Luke Harper. Le public est vraiment scindé en deux. On a des chants AJ Styles et des chants Luke Harper. AJ Styles qui a vraiment un peu plus de mal à placer tous ses moves sur un tel bonhomme, mais il y parvient quand même à tenir la cadence et il achève Luke Harper de son phénoménal forearm. Mais à ce moment-là, Luke Harper a son pied sur la corde au dernier moment, mais l'arbitre, l'incompétent, n'a pas vu le pied sur la corde. Shane McMahon intervient. Il est hors de question qu'on envoie un first contender après une séquence aussi litigieuse. Il y en a marre des séquences litigieuses. Là, cette fois-ci, la vidéo a bien montré le pied de Luke Harper. On l'a bien vu. On relance le match, mais en vain pour Luke Harper, qui se mange un springboard 450 degrés Celsius après avoir accidentellement décroché la tête de Shane McMahon en dehors du ring avec un énorme coup de pied. AJ Styles est donc le first contender, en ayant donc vaincu finalement 2 fois Luke Harper, un first contender clean. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cette séquence, de ce match et de tout ce qui peut en découdre pour WrestleMania ? Est-ce que à ce moment-là, la route est vraiment claire pour AJ Styles ? Je vais demander à Giscal, notre expert en rideau. Mon expert en rideau. Bah écoute, encore une fois, personnellement, moi j'ai été un peu pris à contre-pied
une fois de plus cette semaine, puisque je m'attendais pas forcément. Alors, on s'était quitté la semaine dernière en se disant l'annonce de ce First Contender match était un peu ouvrait pas mal de portes. Hein. Est-ce que Harper allait s'immiscer dans l'affaire pour un match contre son ancien frère? Est-ce que AJ Styles allait rester? Ou comment allait s'intercaler Shane McMahon dans tout ça? Et au final, franchement, moi, je m'attendais pas à ce que AJ Styles finalement remporte ce match. Donc, à ce moment-là de l'émission, j'étais très perplexe parce que finalement, je me dis, on se dirige peut-être vers encore une nouvelle, enfin encore un changement de direction dans cette histoire un peu ce chassé-croisé qu'implique quatre catcheurs là. Donc j'ai plutôt bien aimé ce résultat. L'implication de Shane était plutôt bien jouée parce que ils le font. On pourrait rétorquer qu'ils le font pas souvent. Hein. Il y a des finishes qui se terminent sur une erreur de l'arbitre et c'est comme ça. La décision de l'arbitre est finale. Et d'ailleurs c'est ce qu'a dit AJ Styles dans Talking Smack après l'émission dans un passage assez intéressant. Il s'est énervé sur Shane parce qu'il lui a dit écoute, il y a un arbitre, pourquoi est-ce que tu viens faire le job de l'arbitre? Il y a un arbitre, d'habitude personne vient faire chier l'arbitre et tout. Donc c'est vrai que ça pouvait se tenir, mais en même temps, on parle quand même d'un main event de WrestleMania, c'est pas rien. Donc moi je trouve ça tout à fait normal que Shane McMahon vienne remettre de l'ordre là-dedans. Donc c'est marrant parce que ça veut dire que quand il y a des erreurs en direct et qu'ils s'en aperçoivent, si c'est pas pour le main event de WrestleMania, c'est bon, on laisse passer les gars, y a non, pas de problème. C'est pas que là c'est comme pour WrestleMania, bon. donc c'est pas que c'est bon, c'est qu'on peut accepter qu'il y ait des erreurs, c'est l'arbitrage, c'est comme dans le sport, l'erreur est humaine, on fait avec, sinon il y aurait jamais de victoire de heel et ce serait chiant, enfin ce serait un peu relou. Mais là pas ce soir, pas dans mon arène. Voilà, on parle d'un match vraiment à part. Donc moi personnellement, j'ai trouvé ça bien qu'il intervienne. Et puis sur le match, tu l'as dit, je trouvais que c'était un des matchs les plus sympas depuis le turn de Luke Harper. Il était vraiment en feu et il a su convaincre le public de chanter pour lui, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On avait plutôt d'habitude dans les matchs AJ Styles, on a plutôt des trucs un peu à la Cena, genre AJ Styles, AJ Sucks, des trucs comme ça. Là, on avait vraiment la dynamique face heel. Donc j'ai beaucoup aimé ce match et je suis à ce moment-là de l'émission, je suis vraiment dans le brouillard sur ce qui va se passer, quoi. Et toi alors Ringside, est-ce que tu étais dans le brouillard? Un brouillard jaune? Dans le brouillard, mais illuminé par la performance de Luke Harper qui était magnifique ce soir. On voit que quand on lui met pas Kane ou Dean Ambrose dans les pattes, c'est un excellent catcheur. En plus face à AJ Styles, donc du grand catch, un grand match. Puis au niveau des intrigues, on fait intervenir Shane McMahon un petit peu comme ça en loose day, un petit peu subtilement, c'est plutôt bien fait. Et puis on est curieux de voir la suite. Donc là vraiment le grand gagnant de l'histoire c'est Luke Harper à mon avis qui arrive à remporter les faveurs de la foule et qui a montré que quand même il peut faire le show et qu'il a le potentiel pour être un main eventer. Il a le gabarit, il a le talent, il a le public avec lui, donc c'est plutôt bien joué sur toute la ligne. Et puis l'intervention de Shane McMahon, c'est le scénario qui veut ça, et puis ça me paraît plutôt judicieux s'ils veulent vraiment monter le match face à AJ Styles à Mania. Donc c'est plutôt bien joué, bon opener encore une fois pour SmackDown cette semaine. Alors, effectivement, c'était un demi-opener en fait, parce que ce match, je l'ai pas précisé. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas en opener. A eu lieu en fait au milieu du show. Donc c'est assez étonnant parce que on s'y attendait pas trop. On pensait que ça aurait été le main event. Donc là, on retourne un petit peu en arrière pour justement parler de la vraie grosse séquence opener qui était donc le fameux Miz TV avec ce soir comme invité prestigieux donc John Cena, le 16 fois champion mondial. Et rapidement, le micro de John Cena est coupé parce que le Miz, c'est lui qui décide quand est-ce que ses invités parlent, et en particulier John Cena. Et Miz, il en a gros sur le cœur, il en a gros sur la patate. Ça fait 10 ans de rancœur à sortir et il va le faire ce soir. D'ailleurs, ça fait un peu sourire John Cena, ce que lui reproche le Miz. Il accuse Cena d'ailleurs de réussir, car il est un manipulateur qui tire les bonnes ficelles et qu'il sourit aux bonnes personnes. Pendant que lui, le Miz, il se tue au travail, il se tue à la tâche. Qu'il est un autre type, quoi. Un type comme les autres. Il n'est pas John Cena, mais non, lui là, c'est pas un autre type, c'est le Miz. Il a battu John Cena à WrestleMania. Et puis, 2 semaines plus tard, Cena a tiré les ficelles. Et ce fut la chute. Il accusait à l'époque The Rock, il était en rivalité avec The Rock. Il accusait alors The Rock de jouer les acteurs à Hollywood, de céder aux appels de la Californie. Puis regarde aujourd'hui,
regarde, là, John, où tu es, bah, c'est toi, hein, le Rock, tu as pris la place du Rock. Ce que tu reprochais au Rock, et ben, tu le fais aujourd'hui, c'est toi qui cèdes aux sirènes d'Hollywood. Donc au début, John Cena, il s'absentait une semaine, puis un mois, et puis 6 mois, puis voilà, donc il est devenu une sorte de part-timer. Aujourd'hui, John, we can't see you, qui lui fait le Miz. Alors, évidemment, à ce moment-là, le public est chaud patate. Les chants You Sold Out, qui commencent à s'élever dans l'arène. Ce qui était j'étais pas content là. J'étais pas content. C'était assez chaud quand même. Le Miz a vraiment réussi à embarquer le public avec lui. Cena n'est qu'une parodie de Cena, qui lui-même était déjà une parodie. Et c'est une blague. C'est bien le Miz, hein, qui fait tout le taf à SmackDown. Cena, c'est lui, il revient là pour récupérer ses title shots, pour manipuler les livres d'histoire, les records, battre le record, hein, du plus grand. On fait évidemment référence à Ric Flair, et il lui essaye également de prendre ses hauts faits à Ric Flair, hein. Il veut battre le record du plus grand d'entre tous, comme tu l'as fait pour moi, que tu as pris mes rêves, tu les as brisés. Et c'est pour ça, hein, lui dit le Miz, c'est pour ça que je t'ai éliminé de la Battle Royale la semaine dernière, pour le First Contender, pour te prendre ce que tu m'as pris, hein, la même façon. Et là, c'est très dur ce qu'il dit. Il dit qu'il pourrait le refaire 100 fois qu'il pourrait refaire ça, que ce serait toujours moins que ce que John Cena a pris au Miz, a fait subir au Miz. À ce moment-là, donc le micro de Cena est à nouveau sur on. Donc John Cena doit prendre la parole, il dit que Miz balance, et ça c'est pas faux, hein, la même sauce que tous les autres, lui balance tous les ans. Et à ce moment-là, il lui dit quelque chose de très très dur. Il lui dit que s'il était à ce point manipulateur, c'était vraiment lui qui runs the show, runs SmackDown. Est-ce que tu crois que là, à un mois de WrestleMania, je serai là ce soir sur le ring en rivalité avec toi, le Miz? Non. Je serai en rivalité avec The Undertaker. Alors là, le public explose, évidemment, parce que c'est ce que tout le monde, en tout cas une grande partie du public souhaiterait. On a des yes chants. C'est plus facile, hein, d'accuser John Cena que de se remettre en question. Le public, on le manipule pas, hein, lui-même, ou on le déteste, peu importe, il fait pas semblant. C'est une affaire de cœur, tout ça. Toi, par contre, toi, t'es un gars qui a fait de la télé-réalité, hein, The Real World. T'as mimé le Rock au début, et puis après, quand t'es arrivé, t'as piqué le gimmick de Jericho, et puis après, t'as piqué les prises de Ric Flair, là, sa prise de soumission, le moveset de Bryan, là, récemment, évidemment, on est en plein dedans. Et en plus, là, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de piquer le discours de AJ Styles, qui m'a bassiné, là, qui m'a cassé les couilles avec le même discours pendant des mois. Bref, tu n'as juste aucune idée de qui tu es. Tu es juste un mec habillé comme un autre mec. Tu es une coquille vide, hein, de superstar. Alors la prochaine fois que tu viens me voir, hein, tu viens pas avec un couteau, un duel au pistolet, comme ça on peut le traduire. Et tu n'es sûrement pas The Undertaker, mais si tu continues à me casser les couilles, tu seras un dead man. Paf, lâchez le micro, boum. Et bon, alors. Allez, personnellement, j'aurais aimé que ça se termine là-dessus, parce que c'était quand même bien chaud. Mais bon, Maryse, voilà. Même, c'est important, évidemment. Maryse intervient, elle dit, tu parles pas comme ça à mon chum. Voilà, t'as un gros ego. Et tu sais ce qu'on dit quand on a un gros ego? Bah, on a une petite bite, quoi. Et elle lui met une grosse baffe. Et à ce moment-là, Cena est hilar. Et il lui dit qu'elle vient de commettre la plus grosse bourde, qu'il fallait pas faire ça. Évidemment, la musique de Nikki Bella retentit, elle arrive en courant. Elle fait fuir, hein, le couple hollywoodien en traitant de bitch Maryse au passage. Et on a un baiser langoureux, un magnifique baiser sur nos écrans. Probablement peut-être le premier baiser montré à l'écran dans un show de catch, en tout cas, du couple phare. Qui ne se cache plus, ça y est, ils ont arrêté de se cacher. John Cena et Nikki Bella, les deux tourtereaux. Et donc on a donc là, enfin, c'est quasiment officiel, hein, une rivalité là qui s'est mise en place entre les deux couples. Ringside, alors les feux de l'amour, là, la WWE, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, c'était impeccable, effectivement, jusqu'à ce lâcher de micro de Cena et l'intervention de la belle Maryse.
Alors Maryse encore, elle a bien tenu son rôle. Nikki Bella, c'est plus délicat hein, quand même. Mais sinon, le discours de Miz, il a fait mouche. La réponse de Cena, c'est toujours destructeur. Hein, donc il a pu placer tout ce qu'il voulait. Le Miz, il s'est quand même fait remballer. Ouais, ils se sont un peu enterrés mutuellement, les mecs. Hein. C'est ça, voilà. Mais voilà, du coup, la tension est à son comble et voilà, maintenant on veut les voir s'affronter. C'est l'efficacité à 100%, quoi. Le talent de chaque côté, les deux plus gros talkers, hein, je pense, de SmackDown. Donc un bien bel opener pour SmackDown encore une fois. Magnifique second opener. Et il y en a eu des openers dans ce soir. Vous allez voir, il y en a eu des openers. Un festival d'openers. Voilà, donc non, bah du coup voilà, sur le papier on n'était pas très emballé, mais voilà, s'il continue comme ça, on est sur du bon boulot, ça fait des bons moments. Après, il faut juste que les filles elles travaillent un petit peu plus leur acting et tout ça, surtout Nikki Bella, parce que Maryse, moi je la trouve quand même impeccable quand elle est au micro de ses interventions. Souvenez-vous, la semaine dernière, elle était une véritable furie quand elle s'en était pris justement à Nikki. On sent que elle en a aussi peut-être gros sur la patate et que ça lui manquait sûrement. Ouais. C'est ça. Après, il faut voir dans le ring ce qu'elle arrivera à faire éventuellement, si vraiment ça s'affronte en mixte, quoi. Mais non, là, pour l'instant, on est quasiment sur le sans faute. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus décevant sur la fin, mais il y a eu un grand moment. Voilà, l'affrontement Miz-Cena, c'est un grand moment, quoi. Oh, Giscal. Alors. Pareil. Hein. Enfin, non, mais on va pas se le cacher. La promo est en effet un petit peu redescendue en intensité à partir du lâcher de micro de Cena, mais avant ça. C'était un modèle du genre, quoi. Cette promo, elle touche juste parce que, pour plein de raisons, parce qu'en fait, tu l'as plutôt bien décrit en fait au début de ta promo quand tu racontais le discours du Miz. Ce qui marche très bien, c'est que d'un point de vue purement kayfabe, le Miz est parfait pour faire cette promo parce que il a ce personnage complètement delusional, comme disent les Anglais là, mais déconnecté de la réalité, tellement égocentrique qu'il en devient complètement aveuglé par sa propre personne, son monde, il est ailleurs. Et du coup, le fait qu'ils disent que c'est lui, il se casse le cul jour et nuit, que c'est le plus gros worker et tout, machin, qui dit ça à Cena. Et qui en parallèle qui lui reproche de vouloir être une movie star, de sourire à tout le monde, alors que le Miz ne fait que ça. Donc du coup c'est drôle parce que ça marche beaucoup mieux quand c'est le Miz qui fait une promo comme ça que quand c'est Dean Ambrose ou c'est AJ Styles et tout, parce que c'est difficile de leur donner tort, alors que là le Miz en fait est tellement over the top, tellement ridicule. Il part en live complètement quand il se lâche sur Cena, même s'il a plein de bons points aussi. Hein, c'est pour ça aussi que ça marche. Mais que du coup, c'est la meilleure personne pour faire ce genre de rivalité contre Cena. Et quand on dit que quand Cena lui dit qu'il lui a servi la même soupe que tout le monde depuis 10 ans, oui, d'une certaine façon. Mais je trouve que ça ne sonne jamais aussi juste que quand c'est le Miz qui fait qui fait cette promo face à Cena. Et en ça, j'ai trouvé le moment vraiment à part. Et j'ai trouvé que justement, c'était peut-être la meilleure promo qu'on ait eue sur ce thème vis-à-vis de Cena, de tout ce qu'on ait pu avoir par le passé. Je trouve que ça marche du feu de Dieu entre les deux, quoi. Moi, il y a eu des punchlines dans tous les sens, on va pas les redire. Festival, extra. Le coup du t'es plus Superman Cena, Super Cena, t'es Descent Cena, ou des trucs. Le Miz avait quand même aussi, je pense, les cartes blanches pour bien se lâcher. Il en a sorti un bon paquet, c'était vraiment stylé. Donc ouais, c'est parti dans tous les sens. C'était un grand moment. Et puis moi, je suis d'accord avec Ringside. J'ai trouvé que, écoute, Maryse, elle est pas aussi à l'aise, évidemment. Elle est pas américaine de base. Enfin, elle est québécoise, donc c'est pas sa langue maternelle. Tu sens qu'elle bute un peu, elle a un accent qui est très fort, mais moi je trouve qu'elle s'en sort très bien. Et puis justement, son côté accent fait qu'elle est encore plus détestable là-dedans. Donc, voilà. Comment ça son accent canadien la rend d'autant plus détestable. Jusqu'à l'attention, on est en train de franchir une ligne là. Non, mais parce qu'on sait comment ça se passe les promos en anglais à la WWE. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que. Ouais, et puis voilà. Ouais, bon, bref. Bon, on va passer sur quelque chose d'un peu plus léger, si vous voulez bien. La division féminine. Hein. Justement, on parle de Maryse. Hein. Va-t-elle rejoindre la division féminine? En tout cas, elle est là. La division féminine, justement, où on a plusieurs rivalités en cours qui vont se remettre en place. La première rivalité, elle est en train de s'achever, en tout cas. Peut-être que certains l'espèrent. Ce soir, on avait donc un match
un 2 out 3 falls entre donc Becky Lynch et Mickie James. Donc l'important c'est d'être le premier à remporter 2 manches sur les 3. Comme d'habitude, les deux se mettent rapidement sur la tronche pour tenter un petit peu de briser le bras de leur adversaire. On attaque beaucoup le bras dans cette rivalité. Après plusieurs échanges, Mickie James place son super DDT là. Elle remporte donc la première manche, 1-0 pour la revenante. Becky Lynch, elle, revient. Elle place une Seated Senton roll-up qu'elle maintient bien là pour être sûre de remporter cette deuxième manche. Donc on est à égalité à ce moment-là du match. Alexa Bliss, la championne en titre, s'approche aux abords du ring pour distraire l'Irlandaise, mais sans succès, puisqu'après un bump de Mickie James sur Alexa Bliss, l'Irlandaise place son fameux disarmer, sa prise de soumission. Mickie James tape. 1, 2, 3. Victoire de la Belle Rousse. Becky Lynch, il y a eu un drôle de moment d'ailleurs qui était allé se frotter au public. En particulier, il y avait un vieux monsieur bien content d'avoir payé sa place carré or. Alors peut-être que c'était son père dans ce cas-là, je ne dirais rien, mais c'était assez étrange. On voit qu'elle aime communier avec le public, mais là elle s'était mise dans un spot où il n'y avait pas grand monde. C'était assez étrange. C'était bizarre. Elle voulait faire un petit bain de foule et bon, c'était peut-être pas le meilleur endroit. Et enfin, pour terminer, on va dire, autour de la division féminine, un peu plus tard, il y a une interview backstage d'Alexa Bliss et Natalya s'est incrustée, a lancé quelques pics et donc on met en place une petite rivalité avec la Canadienne. Et ben, Monsieur Giscal, qu'avez-vous pensé de ce match et de la division féminine en général, on va dire? Eh ben, le match était pas mal. Enfin, moi, j'ai plutôt bien aimé. C'était pour un 2 out of 3 falls, c'était du service minimum, mais j'ai trouvé que c'était pas trop mal fichu. Elles commencent à bien fonctionner ensemble. Moi, Becky Lynch, c'est toujours un plaisir de la voir là dans ces matchs-là parce que Mickie James est quand même bookée assez forte à chaque fois dans ces matchs et donc du coup Becky Lynch peut exprimer tout son talent qui je trouve est son plus grand talent de face en péril. Elle est vraiment très forte là-dedans et ça s'est encore bien vu dans ce match. Et sur le finish, j'ai plutôt bien aimé parce que de mémoire, je pense que tout leur affrontement, c'était la première fois que Mickie James était prise dans le disarmer. Et du coup, j'ai bien aimé que ça se finisse là-dessus et qu'elle tape très vite. Parce que il y avait toute une psychologie dans leur match par le passé où c'était pour se foutre de sa gueule, Mickie James qui faisait constamment un travail sur le bras alors qu'elle n'a pas de prise de finition liée au bras. C'était Mickie James qui faisait toujours le travail sur le bras et qui de temps en temps tentait de placer une sorte de disarmer. Et au final, c'est elle qui se fait piéger à la fin et elle tape tout de suite parce que ça fait très mal. Donc bon, voilà, j'ai bien aimé le match plutôt bien foutu. Et par contre, alors léger, mais la petite promo d'Alexa Bliss en backstage, elle était juste géniale. Personnellement, j'ai trouvé ça exceptionnel. Elle est vraiment très forte. Elle nous a fait. C'est un peu une sorte de mise au féminin, elle, dans son genre, dans le genre capable de lâcher des vacheries plus grosses qu'elle, mais avec un aplomb pas possible. Oui, elle a fait une espèce de parodie de discours d'Oscar de remise des prix. Elle s'est prise pour Emma Stone et dit je voudrais remercier moi-même. Et puis Naomi pour sa faible coordination et ses genoux de merde. C'était vraiment. Ah, t'as raison, c'est important de le rappeler, effectivement. C'était très drôle. Un petit coup de chapeau pour Alexa Bliss. Voilà. Oui, toi alors, Ringside, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était un beau petit match, ce 2 out of 3 falls. Alors. C'est un peu bizarre que Mickie James gagne le premier tombé clean comme ça avec son DDT. C'est con, ça aurait été un match normal, et elle aurait gagné. Mais sinon, elles ont fait du bon boulot. Elles sont bien servies quand même, les filles, parce que la semaine dernière, c'était le Falls contre Anywhere match. Elles ont droit à du temps d'antenne, elles ont droit à des rivalités qui sont quand même costauds, elles peuvent commencer à dérouler leur catch. On est quand même loin de ce qui se faisait il y a quelques années, ça a quand même sacrément évolué. Elles ont une grosse part, elles ont mangé la place des tag teams presque dans le. Ah bah complètement. Depuis 2 mois, oui. Clairement. Oui, il n'y aura aucune séquence tag team, voilà, comme ça je spoil tout le monde. Non, ils étaient à Talking Smack les champions, c'est tout. Voilà. Pouce levé.
Sans les tag teams, c'est plus ça, la WWE. Mais voilà, Mickie James, elle a musclé le jeu. Donc, voilà, elle fait un truc qui est assez sympa. Moi qui n'étais pas très chaud de la voir revenir, je suis plutôt satisfait de voir des matchs comme ça en weekly. C'est vraiment agréable à regarder. Et Becky Lynch qui se stabilise sur cette position de babyface là, qui a toujours des gros challenges à relever. Et puis la championne Alexa Bliss qui est vraiment au micro, vraiment comme tu le dis, assez incroyable, un peu l'équivalent du Miz effectivement. Donc ça aussi ça fonctionne. Voilà, dans le genre, ça aussi ça fonctionne. Voilà, bon, elle va s'orienter vers un match contre Natalia. On sent que c'est un petit peu un plan de secours, la roue de secours suite à au départ la blessure de Naomi. Mais bon, dans l'ensemble, tout ça c'est se regarder, c'est vraiment bien sympa. Donc voilà, ça permet de maintenir le niveau de SmackDown, toujours très très agréable à regarder. On s'ennuie pas, c'est du bon boulot. Alors, du bon boulot, je ne sais pas, mais en tout cas, Dean Ambrose est apparu. Il avait un match ce soir, Dean Ambrose. Donc il arrive déterminé sur le ring. Il plante son DDT. On découvre à ce moment-là que l'adversaire, c'était Kurt Hawkins. Donc le match n'aura jamais vraiment lieu. Évidemment, Dean Ambrose prend le micro, il interpelle son rival du moment, le Baron, qui fait quelques blagues. Il est un peu taquin ce soir, Dean Ambrose. Il dit que voilà, et donc il lui en veut de lui avoir botter le cul, de l'avoir attaqué la semaine dernière. Il lui a dit que c'était une très mauvaise idée de s'en prendre à Dean Ambrose comme ça. Le Baron qui apparaît sur le Titantron, Dean Ambrose qui se moque des tatous du Baron, ce qui est franchement pas sympa. Non, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Chance, hein. C'est un truc, une fois que t'as tes tatous, faut assumer jusqu'au bout. Bref, c'est vrai que ils étaient pas spécialement. Enfin bon, j'aime pas dire du mal du Baron, mais. Tu veux me montrer tes tatouages, Yerem, c'est ça? Ouais, j'ai un visage de Hank sur le dos. Hank qui est en train de dire: j'ai une idée, les gars. On devrait faire ça. Et bref, c'était le droit d'entrée dans la team catch-up, on était tous obligés de se faire tatouer. C'est ça. Je dirais pas où j'ai le mien. Bref, le Baron dit: oh, attends, tu rigoles, mais moi je suis très sérieux dans ce genre d'affaires, surtout que il lui avait coûté le titre, pareil, le first content, non, le titre de la WWE pendant l'Elimination Chamber. Et Dean Ambrose lui dit: écoute mec, commence pas à chercher des ennuis si t'es pas capable d'assumer, donc de continuer quoi. Don't start what you can't finish. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce petit segment, cette rivalité? C'est efficace, rapide, efficace. Dean Ambrose, il faut le laisser parler au micro, c'est sa spécialité. On retrouve un Dean Ambrose intéressant. Ouais, et puis Baron, il faut qu'il travaille encore un petit peu son acting, parce que il est charismatique, mais quand il a lâché son phrasé, c'était pas très très efficace, moi j'ai trouvé. Ouais. Mais c'est une rivalité qui se goupille très bien, ça aussi. Un bon petit moment pour passer le temps là, encore une fois. Donc plutôt du beau boulot, puis qu'il laisse parler Dean Ambrose. Hein. C'est ça, ouais. Moi c'est pareil, je suis d'accord. C'était 2 minutes parfaitement utilisées dans le show pour continuer à hyper. Se planter de Kurt Hawkins là. Et puis ça fait toujours plaisir. Hein. Magnifique. Ça fait toujours plaisir. Il l'a bien planté. Bien. Il avait un truc à faire cette semaine, Kurt Hawkins. Il l'a bien fait. Il a été parfaitement planté à la verticale. Donc beau boulot. Mais ouais, j'ai eu un peu peur, pareil, au début de la promo quand Baron Corbin a commencé à parler. Je me suis dit oula. Et puis ça va. Au final, ça va. Mais moins il parle, plus il casse des gueules. Et plus il dit because Baron Corbin, ça j'aime bien. Il commence à pousser cette catchphrase de plus en plus, même aux commentaires. Je trouve qu'elle est pas mal. Ouais, bien sûr. Ça colle bien au gimmick. Et plus il laisse parler Dean Ambrose, et mieux cette rivalité sera. Et je pense que ça peut être pas mal. Une autre rivalité qui dure depuis un petit moment, c'est Dolph Ziggler et Apollo Crews qui ce soir s'affrontaient dans un. Il dure depuis un petit moment. Ouais. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, rien. C'est juste qu'elle dure depuis un petit moment. Ah, ouais, on c'est est vrai. d'accord, on parle vrai. Ça devient nerveux, tu sais. Donc, ils s'affrontaient dans un chairs match ce soir. Apollo Crews, donc, qui attaque Dolph Ziggler directement sur la rampe d'accès. Il en a marre, Apollo Crews. Et On Dolph l'a Ziggler, jamais vu comme ça. Hein. on l'a jamais Et- vu comme ça. Il était pas content, Et alors, on s'en fout du match. Et à la fin, Dolph Ziggler gagne face à Apollo Crews. Je pense qu'il a dû. Ouais, c'était un chair match, qu'il a dû le Ouais. démonter. Vous allez peut-être m'aider là-dessus, mais. Il Ouais, le guillotine et il l'émascule avec la chaise. Voilà. Ouais. Bah, excellent résumé, Ringside. Bravo. Voilà, c'est c'est ça. ça. Et j'ai absolument pas compris le finish parce que en effet, il lui déglingue les roubignoles sur la chaise et Apollo Crews ne vend absolument pas le fait qu'il ait mal aux castagnettes. Donc Oui, j'ai pas compris. effectivement. Ouais, c'est Mais bizarre. il avait toujours, en fait, il avait trop mal à la gorge pour avoir mal C'est ça. en dessous, je pense. Mais voilà, ouais, j'ai pas compris. Encore un échec. Voilà. Hein. Ouais. Encore un échec. Donc, Ouais. Moi, je reprendrais juste la conclusion sur le rapport de 411 Mania là, de Larry Sonskag. Je trouve qu'elle est parfaite. C'est que je sais pas si vous vous souvenez du chairs match entre Baron Corbin et Kalisto. À quel point on avait été surpris de voir Ah qu'un oui, chairs oui. match Oui. un chair match pouvait être super quand on avait un adversaire cool, fun, plein d'énergie, avec des gros spots et créatif et tout. Bah là, vous aviez tout le contraire, donc voilà, c'était de la merde. C'est ça. Bon. Bref, Faut pas messieurs, tout avoir, hein. on arrive à l'opener final. Donc l'opener qui va Voilà. conclure cet épisode de Dernier SmackDown, opener. le dernier opener de la soirée, puisque ce soir on a, alors, je sais pas si en français il faut traduire littéralement, mais on a l'invocation de Bray Wyatt. C'est comme ça que c'était présenté. Donc Quelque sorte. voilà, Bray Wyatt doit en tout cas nous faire un speech ce soir. Hein. Bray Wyatt, le champion. Donc Bray Wyatt qui s'approche, qui monte sur le ring et qui commence à nous faire ces speeches un peu habituels. On retourne un peu dans ce qu'il faisait avant. Voilà, il raconte que de toute façon, par rapport à cette histoire de AJ Styles ou de Luke Harper, peu importe qui allait l'affronter, ce sont de simples mortels. Lui, c'est un dieu, hein, une divinité. Il est au-dessus de tout ça. Donc évidemment, AJ Styles, il lui promet le feu, l'enfer et la fin des temps. À ce moment-là, Randy Orton apparaît sur le Titantron et là, ça part en couille. C'est là où cet opener part en couille, messieurs, dames. Donc, Randy Orton apparaît. Au début, Bray Wyatt est plutôt content et un peu surpris, mais il fait, ah, tiens, mon frère, Randy, tu Salut, Randy. t'es venu, voilà, à mon congrès, c'est sympa. Dans sa tenue de cambrioleur, là, je sais pas. C'est ça. Donc, Avec effectivement. son juste au corps. Voilà, et voilà, Randy Orton tout de noir vêtu, dans un juste au corps très moulant, mais l'air très grave, mais bon, il a l'air grave depuis qu'il a rejoint la Wyatt Family, donc on se doute, il y a un truc qui cloche quand même. Bray Wyatt le sent un peu aussi, mais bon, peut-être qu'à ce moment-là, il y voit pas. De toute façon, Bray Wyatt n'a rien vu venir, hein, au final. On pourra en reparler. Donc, Randy Orton qui apparaît donc sur le Titantron, il est dans la cabane, la fameuse cabane de la Wyatt Family, celle qu'on voit de temps en temps dans les Titantrons, vous vous souvenez toutes ces vidéos qu'on avait pour annoncer l'arrivée des Wyatt. Voilà, il vivait dans cette zone un peu pouilleuse et marécageuse. Donc, il est dans la cabane des Bray Wyatt. Et il y a le fameux rocking chair, hein, de Bray Wyatt qui bascule tout seul. Enfin, j'imagine. Je vois bien le mec qui était là en train de qui faisait bouger le rocking chair. Donc, il fait référence aux fameuses clés que lui avait données, souvenez-vous, hein, Bray Wyatt, les clés du royaume. Bray Wyatt lui avait dit, je te donne les clés du royaume. À ce moment, quand Randy Orton avait abandonné l'opportunité, voilà, de l'affronter. Donc il dit, bah écoute, en récompense, je vais te donner les clés du royaume. Et les clés du royaume, visiblement, c'est quelque chose de physique, puisque c'est un jeu de clés. Manifestement. Il lui a fait un double, Il lui a fait un double, et voilà.
Faire un double Parce déclé. quand tu veux, hein, tu fais comme chez toi. Écoute, voilà, tout est dans le frigo. Du moment que tu laisses tout dans le frigo comme c'est, il y a pas de problème. Si tu veux regarder, il y a Ouais. Netflix, hein, tu peux, y a pas de problème. Tu rachètes juste du lait quand tu pars, c'est tout. C'est ça. Tu verras, le rocking chair bouge tout seul. Ne t'inquiète normal. pas, c'est normal. Faut juste s'asseoir au bon moment dedans. c'est Ça tout. s'appelle la domotique, voilà. On a une cabane, c'est bien équipé. Donc voilà, donc il fait référence à ça. Il lui a donné et donc et à ce moment-là, donc il a pénétré donc le monde des Wyatt. Et il sent, hein, voilà, Randy Orton, il est dans la cabane, il sent que c'est une cabane où il y a la terreur, le diable est là, il y a une odeur voilà un peu puante, sointant, diabolique. Mais ce monde, le monde de Bray Wyatt, eh ben ce monde, c'est le monde de Bray. Mais ce ne sera jamais le sien, ce sera jamais le monde de Randy Orton. Et oui, donc la trahison apparaît enfin. Bray Wyatt commence enfin à comprendre. Et là, il commence un peu à dérouler, à raconter l'histoire, tout ce qu'on a pu observer depuis ces mois. Donc, il avait rejoint et il a trouvé le moment le plus opportun. Giscard nous l'avait très bien expliqué en faisant référence à cette fameuse histoire de serpent, de chasseur et de lapin. C'était le bon moment pour l'attaquer. Une fois que tu as le double des clés d'un mec, une fois que tu es chez lui, et ben voilà, tu peux tout retourner. Une fois qu'un mec t'a donné sa confiance via son jeu de clés, c'est bon. C'est le moment pour le trahir. C'est le temple de Bray Wyatt dans lequel il est enfin un sol sacré, puisque sous ce sol, sous les pieds de Randy Orton, gît littéralement Sœur Abigail. Eh oui, les restes, manifestement, comme le dit Giscal, la sœur Abigail a été enterrée, je ne sais trop comment, mais a été enterrée sous cette cabane. Et donc c'est là où elle rest in peace, si on peut dire. Orton, à ce moment-là, s'empare d'une pioche et reste là et lui dit qu'il va... Attends, alors là je suis en train de lire un résumé. He dug that bitch up. Il a vraiment dit Ouais, ça. il va, non, mais genre, il va la déterrer, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, Je vais il menace de déterrer le cadavre, les restes de la sœur de Bray Wyatt. Ça devient très bizarre quand même. Voilà. Bray Wyatt à ce moment-là, donc il est powerless, donc il n'a plus de pouvoir. Hein, il est nu. Sans défense, impuissant face à ce qui est en train de se produire. Randy Orton annonce qu'il va brûler l'esprit de Sœur Abigail. Et quand Randy Orton fait une image, en fait, elle se concrétise assez rapidement derrière, puisque c'est très clair. Hein. puisqu'il s'empare à ce moment-là d'un bidon d'essence. Il commence à inonder la cabane. Puis il sort de la cabane. Voilà, il fait un petit chemin avec l'essence comme ça. À ce moment-là, alors, il y a une musique en plus derrière. Hein, ils ont vraiment fait un travail sonore pour nous mettre la pression. Je ne sais pas, à ce moment-là, je pense que le K-Fab doit être à 100%, hein, parce qu'il faut suivre le truc. Il faut. Sinon, c'est pas possible. Et à ce moment-là, Randy Orton donc, sort une énorme allumette. Alors d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il a la main enduite d'essence, mais c'est pas grave. Il est taré de toute façon. Et donc, il va littéralement mettre le feu au monde de Bray Wyatt. Comme dans tous les films où on voit voilà, le méchant allumer son briquet ou son allumette. Crac, il lance l'allumette. Le feu prend immédiatement, la cabane s'embrase, prend feu. Randy Orton pose cette fameuse pose du Legend Killer. Voilà, de dos face à cette cabane en feu, une image, voilà, c'est pictural, c'est incroyable. On fait des captures écran, on en fait des wallpapers. Bray Wyatt à ce moment-là est effondré, il hurle à la mort, impuissant. Il fait d'endoser s'il a imploré tout du long Randy Orton de ne pas commettre ce geste insensé, mais Randy Orton avait déjà décidé depuis très longtemps de ce qu'il allait faire. Rien ne peut l'arrêter. Bray Wyatt est effondré, on ne l'a jamais vu comme ça. Il perd littéralement pied. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de SmackDown. Messieurs, à quoi venons-nous d'assister ringside? Je me le demande encore.
Ouais, on revient on se croirait dans une rivalité de l'Undertaker grande époque Exactement, avec exactement. ce côté mystique. Alors moi, c'est pas ce que je préfère. Il faut quand même effectivement avoir la suspension d'incrédulité là, quand même bien où placer. Ouais, elle est hors Maintenant, écran là, hein. La ouais, suspension ouais. Là, d'incrédulité. elle est toujours au Elle est plafond, peut-être la chez les mienne. voisins du dessus là. Mais c'était casse-gueule. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réalisé ça pour une fois. D'habitude, c'est beaucoup moins bien fait quand ils font comme ça des séquences qui sont filmées à l'extérieur. Ce qu'ils avaient fait d'ailleurs au début avec Wyatt et Orton là quand Les jeux de piste, se hein. pourchassaient, ouais, c'était assez Ouais, ridicule. ouais. Là, c'était quand même un peu plus sérieux. On est passé pas loin de la catastrophe, mais c'était quand même plutôt réussi. Maintenant, c'est vraiment, je trouve, passer par le côté mystique comme ça, je trouve que c'est vraiment la facilité dans cette storyline entre Orton et Bray Wyatt, parce on va pas construire de trahison qui sera bien placée. Je vois pas l'intérêt d'Orton de faire sa trahison à ce moment-là, de cette manière-là. C'est vraiment, on est vraiment dans la facilité. Là, par contre, pour moi, c'est une déception quand même à ce niveau-là. J'aurais préféré avoir un truc. Ils ont le temps encore, jusque Mania, donc j'aurais préféré avoir une vraie trahison dans le ring ou quelque chose. Visiblement, pour ce qui est de Bray Wyatt, ils veulent pas trop le faire catcher. Ils préfèrent rester dans ce côté mystique avec des séquences vidéo façon Mankind ou façon Undertaker. Pour moi, c'est pas ce qui fonctionne le plus. J'ai peur qu'à partir de là, ça risque de descendre un peu la rivalité, mais bon, on n'en est pas là. Après, bon, en soi, là, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique que ça, cette séquence filmée. Randy Orton s'en sort plutôt rien dans son acting, Bray Wyatt aussi de son côté. Voilà, moi, je trouve juste vraiment dommage qu'ils aient pas poussé jusqu'au bout une intrigue qui aurait duré un peu plus longtemps au niveau Ah bah je au niveau de pense cette qu'effectivement idée, hein. personne ne s'attendait à avoir cette trahison cette semaine et du coup Ah c'est non, vrai non, que ça fait un Ouais, peu out of précipité nowhere, par hein. rapport à toutes ces semaines, ces mois où même beaucoup commençaient à se dire bah en fait Randy Orton il va peut-être pas le trahir et il a peut-être vraiment rejoint le truc et voilà. Mais Ouais. toi Giscal alors est-ce que je pense que tu es un peu plus peut-être positif sur ce qui vient de se passer. Ah ouais. Tu aimes tu valides les agissements de Randy Orton qui déterrent les cadavres des petits enfants. Ouais. Non, mais ça, il fait ce qu'il veut. Genre... Il fait ce qu'il veut. non, mais genre, on sait même pas si c'était. S'il avait été canadien, effectivement, ça aurait été un peu. Ouais. Si ça avait été un étranger, je sais pas. Mais bon, là, c'est un bon américain, donc je sais pas. Non, bon, sérieusement, moi, je comprends. Enfin, je partage pas les craintes personnellement de Ringside. Je suis plutôt très confiant dans la direction vers laquelle ça va parce que justement, en fait, je suis plutôt confiant parce que je m'y attendais pas du tout que ça prenne ce virage dramatique et mystique aussi soudain. Je trouve pas qu'on se précipite outre mesure. On parle quand même d'une rivalité de plus de 6 mois. Hein. C'est quand même une histoire qui s'est écrite dans la durée, qui a fermenté, qui y a eu plein de rebondissements. Cette histoire a aussi fait le fil rouge de pourquoi SmackDown était aussi vraiment aussi intéressant semaine après semaine, parce que avec cette rivalité, chaque semaine, on arrivait avec plein de questions. Et finalement, on repartait, on éteignait l'épisode et on en avait quasiment tout autant de nouvelles. Et donc là, moi, je suis un peu dans cette situation-là où je suis une nouvelle fois, ça fait quasiment 4 semaines de suite que c'est comme ça, une nouvelle fois, je suis complètement pris de court. Je m'y attendais pas du tout. Encore un rebondissement incroyable. Enfin, il y a plus de cliffhanger dans SmackDown que dans les séries, dans Lost ou dans, je sais pas. Donc moi j'ai trouvé ça assez dingue. Alors après voilà, par contre je suis d'accord, c'était ultra casse-gueule. Ça ne marchera pas sur tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. On est dans la suspension d'incrédulité au max, on est dans le kayfabe maximum, dans le mystique. Et justement, je m'apprêtais à faire la même remarque que toi, Ringside. Je trouve moi, j'ai pas vu de segment comme ça depuis, je pense, les grandes heures. Les grandes heures, chacun sa cam, mais de l'Undertaker, ouais, l'époque ultra mystique, Ministry of Darkness, les crucifixions, les mecs se faisaient enterrer, les trucs. Enfin, genre là, non, mais là, on est en mode ultra old school, ultra mystique. Genre, tout le monde n'aime pas, mais en tout cas, la filiation Bray Wyatt-Undertaker est de plus en plus marquée. D'ailleurs, ne serait-ce que dans ton commentaire aussi, Ringside, quand tu dis que on le fait quand même beaucoup plus.
on le fait finalement assez peu catcher. Bray Wyatt, on le protège pas mal, on l'enferme un peu dans ce personnage mystique, on le protège derrière son gimmick de mysticisme. On est de plus en plus quand même sur une sorte d'Undertaker des temps modernes, bis quoi. Et moi personnellement ça me plaît. Moi c'est le côté, voilà, c'est le folklore du catch, c'est bigger than life, c'est complètement taré. Moi je regarde aussi le catch pour des trucs un peu comme ça, pas juste pour des trahisons. Entre guillemets des coups de poignard dans le dos qui pour le coup me donnerait un goût peut-être plus téléphoné, plus standard personnellement, mais je comprends complètement qu'on puisse être divisé sur cette promo parce que c'est très spécial. Enfin, genre là, il y aura un avant et un après, ça c'est sûr. Non, mais ils ont tenté un truc et c'était spécial. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien réussi. Le visuel de Randy Orton devant la cabane en feu est absolument exceptionnel, je trouve. Moi, j'attends le package, je dis ça chaque semaine, mais le package vidéo de WrestleMania s'annonce dantesque. C'est peut-être le meilleur film des studios WWE, alors. C'est meilleur que The Marine 4, peut-être. Peut-être. Et j'en profite parce que du coup, j'ai fait un petit travail d'investigation. Il faut que je trouve un jingle, c'est pas possible. Mais en fait, on en avait parlé il y a 2 semaines de cette histoire de promo d'il y a 6 mois, du lapin, du chasseur et tout. Bon, on est en train de boucler la boucle. Je pense que clairement, on a affaire quand même à un scénario qui met ta vie et d'une finesse en tout cas et d'un soin et d'une patience dans l'écriture qui est quand même assez remarquable. Donc il y a quand même une cohérence dans le temps qui est assez exceptionnelle et il y a une cohérence dans le temps qui pourrait peut-être même, ça se trouve, on n'est pas à l'abri de nos surprises, remonter peut-être encore plus loin. Je crois savoir où tu vas, Jessica. Je me demande si c'est pas le fun fact que je voulais sortir la semaine dernière. Ah, parce qu'en fait, moi, je me suis un peu baladé sur le compte Twitter de Eric Rowan. Ah non, c'est pas ça. Eric Rowan, qui est le grand absent de cette histoire depuis plusieurs semaines, qui était blessé, qui va peut-être revenir avant WrestleMania. On sait qu'il a été, sa blessure, en tout cas, il est plus blessé d'après les docteurs de WWE. Il peut revenir. Avant le Brand Split, autour du Brand Split, mais c'était l'été dernier, il y avait eu pas mal de tweets un peu cryptiques de Eric Rowan sur son compte Twitter. Je vous invite peut-être à redescendre un peu son fil, mais il avait fait tout un tas de trucs un peu en mode complètement indépendant, déconnecté du show. Il faisait beaucoup de vidéos sur Twitter où il se trimballait avec un sac à cadavres. Enfin, c'était des vidéos très très glauques. Où il se baladait avec un sac à cadavres. Il envoyait des messages très cryptiques comme sur le fait que les secrets, la problématique des secrets, le fait que quand il y a une personne un secret ne sera jamais mieux gardé que s'il y a qu'une seule personne qui est au courant, évidemment. Quand il y en a 2, ça commence à devenir compliqué, et quand il y en a 3, c'est comme s'il y en avait 1000. Enfin bref, c'est une sorte d'extension du fait que voilà. Et en fait, je me demande si avec tout ça, on verra, c'est encore des théories un peu farfelues, mais est-ce que finalement on ne faisait pas référence à cette incursion finalement de Randy Orton dans tout ce bordel, et est-ce que finalement le sac qu'il avait à l'époque, ses vidéos, tout ça, est-ce que c'était pas les restes, le cadavre finalement de Sister Abigail, on ne le voit pas dans la vidéo, Sister Abigail qui est brûlée manifestement, mais Randy Orton se refuse de la déterrer, il la brûle. Est-ce que finalement elle était vraiment là? Est-ce que en fait Eric Rowan n'est pas le sauveur providentiel de la famille depuis un bail, qu'il avait senti venir le truc et il avait déplacé le cadavre parce que voilà toute cette histoire autour des clés du royaume, finalement Bray Wyatt s'est confié, s'est livré, s'est mis à nu face à Randy Orton, lui a donné tout accès à son monde. Et ben finalement est-ce qu'on n'avait pas parce qu'il y avait d'autres gens qui étaient au courant là, il y avait une famille Wyatt avant tout ça, il y avait Eric Rowan, il y avait Luke Harper. Est-ce que finalement il n'y aurait pas un autre rebondissement à venir autour de tout ça? Est-ce que Randy Orton est vraiment celui qui aura le dernier mot? Je ne sais pas. Voilà, c'est. Est-ce que tout ça, c'est pas juste une arnaque à l'assurance de Bray Wyatt, Comme ça, il peut enfin couler la dalle en béton qu'il voulait pour foutre son bagalo. Peut-être, on ne sait pas. Une arnaque à l'assurance. Bien vu. En tout cas, cet épisode, une fois de plus de SmackDown, c'était pas une arnaque. Vraiment, c'était un gros épisode. Qui va rassembler, qui va diviser, avec des grosses rivalités qui sont mises en place et des séquences originales, comme celle dont on vient de vous parler.
Une affaire à suivre, hein, avec en plus cette nouvelle information que Giscal vous a livrée. Lui aussi a des secrets, hein, Giscal, hein, visiblement. Il nous les partage, hein, Giscal, sur cette antenne, sur cette radio, tous les soirs. Giscal FM. Bref, messieurs, c'est l'heure du mot de la fin. Et ben Giscal, vu que tu avais la parole, je vais te la laisser. Ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Allez, on va faire bref et concis. Mon flop, c'est pour les deux Gugus, là, Dolph Ziggler et Kalisto. Merci d'arrêter ça. Et limite, j'ai envie de dire... oui, pardon. Ouais, on les confond, ils sont tellement... c'est un étranger, Kalisto aussi, c'est le problème. Ouais. Bon, et ça va, je rigole. Et... Donc, Ziggler et Apollo Crews. Et puis, c'est une bonne leçon aussi de booking pour dire que... Un heel turn n'est pas une fin en soi. Enfin, genre, si le booking c'est de la merde derrière, ça sert à rien de faire un heel turn à un catcher. Hein. C'est parce que parfois on est toujours à se dire non mais il faut le faire tourner heel, il faut le faire tourner heel. Ça ne suffit pas. Bien vu. Donc voilà. Rappeler à tous ceux qui souhaitent les heel turns de tout le monde à chaque fois. Voilà, exactement. Et mon top, bah écoute. Mon top, je vais le donner à la petite perle. Franchement, j'ai trouvé que c'était une toute petite inclusion de 30 secondes qui était juste géniale. C'est la petite promo d'Alexa Bliss que j'encourage les auditeurs s'ils ont regardé un petit peu le show en diagonale. Regardez-le juste pour ce petit moment. C'était vraiment super cool et elle montre aussi pourquoi, même si elle est en progression dans le ring, elle montre aussi pourquoi peut-être que c'est pas pour rien qu'elle est championne et que elle a un rôle à jouer à SmackDown dans les années à venir. Donc c'est top. Et puis ma note. Là, moi j'ai pris mon pied sur ce SmackDown. Il y avait trop de trucs trop bien. À part le match des deux affreux, il y avait des bonnes promos, il y avait des bons matchs. On est en plein dans la road sur WrestleMania, donc je vais mettre un 4,5. Oh là là. Ouf, c'était super. Là, et puis je me dis qu'il reste encore 4 SmackDown après. Enfin, ça va être la road du côté du show bleu. C'est, moi je suis dedans. Hein. Bon, Ringside, est-ce que tu es dedans? Ah ouais, bah pareil. Hein. C'est efficace. On va quand même mettre un flop. Alors j'aurais bien mis aussi à Apollo Crews et Ziggler, mais comme tu l'as mis, je vais le donner à une petite séquence dont on n'a pas parlé avec Nikki Bella et John Cena. Oui. C'est l'occasion d'en parler alors. Voilà, donc il y a un petit discours, je sais plus ce qui se raconte véritablement, mais John Cena visiblement il en a rien à foutre, il est pressé, il fait un acting cartoony absolument ridicule, il est assez détestable et il provoque James Ellsworth et Carmella. Ah oui c'est ça, il y a James Ellsworth et Carmella, il se fout de leur gueule et il bazarde ça, mais vraiment vite fait. Il y aura un match entre les deux du coup, hein. Enfin entre les 4 la semaine prochaine. Oui. C'est ça. Eh oui. C'est tout ça qui s'est passé. Oui, on connaît déjà notre flop de la semaine prochaine, c'est bien. Voilà. On va se marrer. Ouais. Voilà, donc ça c'était pas terrible, j'ai trouvé. Puis petit carton rouge à John Cena quand même parce que ça se voyait qu'il en avait rien à foutre. Les mauvais côtés de cette histoire, va falloir les éviter. C'est ça. Et le top, je vais le donner à Luke Harper qui était vraiment vraiment impressionnant cette semaine. Voilà, comme je disais, là, on voit qu'il a le potentiel pour faire de très grandes choses. C'est un excellent catcheur. On l'avait un peu oublié du fait du traitement qu'il a eu depuis son retour avec des affrontements un peu plats contre Dean Ambrose ou Kane ou je sais plus qui. Mais voilà, en tout cas là, il a montré que face à AJ Styles, par exemple, il avait le niveau carrément. Et puis ma note, je vais mettre un bon 4, bon 4 des familles parce que c'était un bon épisode de SmackDown. C'est toujours du très haut niveau de toute façon depuis un bon moment. Et ça ne change pas et on est bien content en pleine road. Donc voilà, un bon 4. Alors quant à moi, le top, je vais le donner à la promo Miss Sina. J'étais la mâchoire décrochée de bout en bout, j'avais pas le temps de la remettre, qu'elle retombait tout de suite. Super promo. Mon flop, il va falloir faire quelque chose. Je le mets kiffablement à Randy Orton parce que ce n'est pas bien de brûler les cadavres des petites sœurs des autres. On avait dit pas la famille, pas les vêtements. Quant à ma note, 4,25, un show de dingue pour une route complètement folle. C'est comme ça que se termine ce nouveau numéro, du ça, ce dernier. Et on n'en fait plus. Oui, je te trahis, Giscal, je vais à Catch Pro. Voilà, je vais tout brûler, je brûle le micro, je brûle les fichiers MP3 et je pose devant. Tu vas me voir en train de supprimer les fichiers, tu sais, machiavéliquement. Ça y est, j'ai la vision en tête, c'est horrible. Devant des fichiers MP3 qui brûlent. Ouais.
Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en audio en vous abonnant sur iTunes ou PodCloud, en vidéo en vous abonnant sur YouTube. Comme ça, vous ne loupez aucun épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. De plus, la prochaine fois vous nous entendrez, ce sera pour le pay-per-view. Comment ça s'appelle déjà? Fastlane. Ah, ouais, de la team rouge, hein, de Raw, voilà. On leur donne un petit pay-per-view, faut bien qu'ils s'amusent. C'est ça. Donc voilà, avec. D'ailleurs, allez voir leur pronostic. Hein. Je crois qu'il y a un petit épisode de pronostic. Hein. Il y a un épisode de pronostic qui est séparé de Catch Up Pro, de l'épisode de Catch Up Pro. C'est ça. Si vous êtes abonné, vous êtes déjà au courant. Et ben voilà, comme le dit Ringside. Si vous Ringside. n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez vous tromper lamentablement au prono, vu que Yerem et moi n'y avons pas participé, vous pouvez aller écouter la vidéo. Après, vous pourrez vous foutre de notre gueule. À quel point on est à côté de la plaque. Il y a les amis de Feud of the Year, je pense, qui vont. Oui, voilà. Si vous êtes amateur de pronostics, effectivement. Feud of the Year, hein, évidemment, c'est une des dernières lignes droites, hein, parce que le final pour Feud of the Year, c'est WrestleMania. Jusqu'à l'étant, je crois, le leader du tableau, hein, non? C'est la dernière manche là, parce que WrestleMania, ça repart à 0. Donc c'est la dernière manche là. Et je suis leader en effet, donc faut que je m'applique. Voilà, je sais pas, Ringside et toi et moi, je pense qu'on était un peu coude à coude, mais je crois que tu as quelques longueurs d'avance. Bref, je m'accroche au podium, mais je suis pas sûr de pouvoir y rester. On va voir. Vous pouvez également pronostiquer évidemment sur les cahiers du catch, hein, le site officiel, avec les promos là qui devraient tomber cette semaine, hein, l'article des promos, et puis évidemment plein d'autres articles à suivre et à découvrir, et également les forums, hein, si vous voulez taper la discute. Le supplément SmackDown, le prochain épisode, et ce sera la semaine prochaine, hein, ça change pas, hein, c'est toutes les semaines. Messieurs, je vous remercie. Merci Giscal. Comme toujours, c'était un plaisir. Merci Yann. Merci à Ringside. Grand plaisir. Et merci à tous nos auditeurs. Et à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Le jeudi, c'est thaïlandais alors.